Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marianne Bourcu. Merci de nous faire l'honneur d'animer cette masterclass et de partager avec notre public tes retours d'expérience concrets et opérationnels. Avec plaisir. L'équipe Ecopolis est ravie de vous retrouver en ligne cet après-midi. Je suis Élise Mailleux, architecte chargée de mission économie circulaire chez Ecopolis. Ecopolis, c'est avant tout une association dont les adhérents représentent tous les corps des professionnels de la construction et de l'aménagement francilien. C'est une communauté qui fédère des milliers de professionnels du secteur. Notre mission, c'est de contribuer au développement soutenable du secteur en accompagnant vos pratiques professionnelles. Nous sommes le pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Pour comprendre ce que ça signifie, je vous laisse regarder la courte vidéo de présentation qui suit. Vous êtes un professionnel du bâtiment ou de l'aménagement francilien. Vous contribuez à bâtir la ville de demain. Vous voulez inscrire votre opération dans une démarche durable. Mais voilà, vous auriez besoin de littérature, de partenaires, de formation, voire d'accompagnement sur votre opération pour faire évoluer vos pratiques. La solution, Ecopolis. Ecopolis est le centre de ressources pour la construction et l'aménagement durable en Île-de-France. Nous centralisons l'actualité pour sélectionner et diffuser en accès libre une information qualifiée. Nous produisons des documents, des retours d'expérience, ou REX, sur des opérations livrées et sur des sujets thématiques pour diffuser les bonnes pratiques. Nous organisons des événements où vous développez vos connaissances, vous élargissez votre réseau et vous pouvez échanger avec vos pairs. Nous formons aussi vos équipes pour les faire monter en compétences. Vous réalisez une opération de construction, réhabilitation ou aménagement. Vous souhaitez qu'elle soit de meilleure qualité sociale et environnementale. Pour vous accompagner, nous avons mis en place la démarche BDF, Bâtiment durable francilien. Nous vous suivons dès la programmation de l'opération, pendant la phase de conception, la phase de réalisation et jusqu'à 2 années d'usage. Vous avez une opération de construction, réhabilitation ou aménagement. Ecopolis vous apporte des partenaires et des solutions. Venez nous rencontrer. Alors, vous avez compris peut-être un petit peu mieux pour ceux qui ne connaissaient pas Ecopolis qui nous sommes. Et en parallèle, on va vous demander qui vous êtes aussi de votre côté de l'écran. On vous propose pendant cette masterclass de répondre à des petits quiz en fait interactifs. Et on va vous inviter à rejoindre la plateforme wooclap.com. Vous n'avez pas besoin de télécharger d'application, c'est uniquement en ligne. Alors, soit sur un deuxième onglet dans votre navigateur Internet, soit sur votre téléphone, ça fonctionne aussi très bien. Vous verrez, il y aura plein de petites questions un peu QCM, des petits sondages tout au long de la masterclass pour la rendre interactive et dynamique. Et donc, sur cette première question, on vous demande quelle est votre catégorie professionnelle. Alors, vous pouvez nous indiquer si vous êtes plutôt un côté équipe de maîtrise d'œuvre, architecte, si vous êtes plutôt BE, si vous êtes une association comme nous, ou si vous êtes maîtrise d'ouvrage, parce qu'on va s'adresser pas mal à vous pendant cette masterclass. Donc, je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, vous êtes déjà une petite vingtaine sur l'application. Vous allez sur wooclap.com et vous rentrez le code de l'événement d'aujourd'hui, HBDOJK. Alexandra, ma collègue qui est en ligne, vous le remet dans le chat si vous voulez le copier-coller sur l'application WooClap. Alors, on peut déjà en tirer une première tendance. Une première tendance avec pas mal de bureaux d'études, d'ingénieurs ou de consultants, évidemment pas mal de maîtrise d'ouvrage. Je suis assez contente parce qu'on a également des entreprises de travaux, j'imagine, un peu d'institutionnels, un peu d'associatifs et de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est plutôt complet, d'autant que même si le sujet d'aujourd'hui concerne sur le papier la maîtrise d'ouvrage, en réalité, vous le savez, elle concerne l'ensemble de la chaîne des acteurs autour d'un chantier. Donc, c'est très bien qu'il y ait cette diversité de profils. Super. Alors, on va passer à la deuxième petite question aussi, toujours pour vous connaître un petit peu vos besoins. En tant que professionnel du secteur du BTP, on a vu que vous êtes différentes catégories aujourd'hui.
quels sont vos besoins pour faire progresser vos opérations vers des pratiques plus soutenables? Est-ce que votre besoin est plutôt lié à de l'information? Vous avez besoin qu'on vous mette à disposition de l'information qualifiée? Ou est-ce que vous avez plutôt besoin qu'on centralise l'information, c'est-à-dire trouver un endroit où toute l'actualité, la réglementation est centralisée? Est-ce que vous avez plutôt des besoins en formation, donc à la fois généraliste sur le bâtiment et l'aménagement durable, ou spécifiquement en économie circulaire, ce qui est le cas du cycle de masterclass? Est-ce que vous avez besoin de participer à des événements sur un volet animation, c'est-à-dire être autour de la table quand on organise des groupes de travail thématiques avec des pairs? Est-ce que vous avez envie de participer à des événements plutôt inspirants, retour d'expérience sur des chantiers démonstrateurs, des opérations pilotes, des conférences? Et enfin, est-ce que vous avez besoin de vous faire accompagner sur vos projets, que ce soit à l'échelle du quartier ou que ce soit à l'échelle du bâtiment? Vous êtes une quinzaine de répondants. On voit qu'il y a peut-être sur l'animation besoin de vous retrouver plutôt en groupe de travail. Vous êtes 30% à répondre que vous aimeriez participer à des groupes de travail entre pairs. Et puis sur la formation spécifique aussi, vous êtes 20% à répondre qu'éventuellement vous avez des besoins en formation. Donc nous, ça nous permet un petit peu de comprendre vos besoins et d'y répondre. Et une première partie d'y répondre, c'est de vous redétailler les 4 grandes missions de l'association Ecopolis. Donc Ecopolis, on fait de l'information. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais sur ecopolis.fr, vous pouvez trouver des ressources qu'on sélectionne, qu'on qualifie, mais aussi qu'on produit. Donc, tout ça est accessible gratuitement en open source sur ecopolis.fr. Il y a un gros dossier en ligne sur la question de la gestion des déchets de chantier où on aborde la question de la responsabilité qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver en ligne sur ecopolis.fr. Ecopolis, c'est aussi de la formation, à la fois au catalogue, en inter-entreprise, qui vous permet de rencontrer d'autres acteurs du secteur autour d'une thématique, mais aussi en intra-entreprise, c'est-à-dire qu'on fait des formations sur mesure, côté maîtrise d'œuvre, côté maîtrise d'ouvrage, en fonction de vos besoins. Ecopolis, c'est aussi de l'accompagnement de projets à travers la démarche quartier bâtiment durable francilien. Il y a 120 opérations qui sont accompagnées actuellement en Île-de-France. Vous retrouvez la cartographie avec des fiches projets sur ecopolis.fr, encore une fois. Et enfin, Ecopolis fait de l'animation de réseau. On organise des groupes de travail thématiques, des conférences, des cycles expérimentaux comme celui-ci sur les masterclass. Pour illustrer un petit peu mon propos, sur le volet information, je vous invite à vous abonner à la newsletter qui part tous les mois. Vous retrouvez un condensé de l'actualité liée au bâtiment durable. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, depuis lesquels on publie et on republie un petit peu toute l'actualité. Notre chaîne YouTube, où vous allez retrouver les replays des différentes conférences qu'on peut organiser. Vous pouvez aller sur ecopolis.fr, il y a un espace thématique dédié à l'économie circulaire. Et puis, bien sûr, vous pouvez participer à nos événements professionnels là. Sur la question de la formation, qui était une de vos réponses sur le petit sondage précédent, sachez que sur un volet économie circulaire, notre prochaine formation économie circulaire, du coup, aura lieu les 6 et 8 décembre. Il reste quelques places, donc vous pouvez tout à fait nous contacter si vous êtes intéressé par le sujet. Et puis sur le volet animation, le prochain événement qu'on co-organise, duquel on est partenaire avec le CAUE 77, c'est le 1er décembre, un bus pour le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Pendant une journée, on va avoir des plateformes dédiées à ces modes de valorisation des déchets. L'événement est complet, mais il y a une liste d'attente, donc n'hésitez pas, si vous voulez y participer, à ce qu'on vous inscrive sur la liste d'attente. Et enfin, la 4e grande mission dont on parlait tout de suite, l'accompagnement de projet. Je cite juste rapidement la Maison des Canaux, que vous connaissez peut-être, qui est un démonstrateur du réemploi, qui a obtenu la labellisation OR de la démarche bâtiment durable francilien. Pour participer à nos événements, être prioritaire notamment sur les événements qu'on propose, n'hésitez pas à adhérer à l'association, c'est ce qui nous permet notamment de proposer des formats gratuits comme celui d'aujourd'hui. Vous avez toutes les infos, encore une fois, sur le site internet. Aujourd'hui, on est sur la masterclass numéro 3 de notre cycle qui a commencé lundi. Peut-être que certains d'entre vous étaient parmi nous lundi et mardi. On va traiter aujourd'hui de l'épineuse question de la responsabilité des maîtres d'ouvrage. On l'a vu, vous êtes une trentaine de pourcents là dans le public. Donc votre responsabilité dans la gestion des déchets. Comment appréhender les obligations qui sont liées au statut de producteur
qui vous est affecté. Pour ça, on vous demande rapidement votre niveau de connaissance sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir la responsabilité des maîtres d'ouvrage dans la gestion des déchets, comment appréhender les obligations liées au statut de producteur dans cette gestion de projet. Alors, pour l'instant, intermédiaire, débutant, quelques personnes qui sont avancées sur le sujet, donc c'est bien, vous pourrez mettre vos commentaires dans le chat. Pour les débutants, les intermédiaires, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Marianne y répondra en fin de masterclass. Voilà, alors on va pas faire durer le suspense plus longtemps. A priori, vous êtes presque 60% d'un niveau intermédiaire. Donc ça donne un petit peu une tendance de notre public d'aujourd'hui. Je passe le relais du coup à Marianne. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup Élise et merci beaucoup à Ecopolis de m'avoir conviée aujourd'hui pour animer cette masterclass. Je suis donc Marianne Gourcuff, je suis juriste consultante indépendante et j'accompagne des structures publiques et privées à mieux prévenir et gérer leurs déchets dans le BTP, mais aussi dans le domaine de l'art et de la culture. Et je suis ravie aujourd'hui donc, de vous présenter un sujet, comme le disait Élise, ô combien épineux. C'est un sujet aussi qui est assez large, mais le sujet, je dirais, un peu premier dans toute la démarche de prévention et de gestion de déchets sur un projet, le sujet de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage dans la gestion des déchets. Là, l'idée, ça va être de justement revenir un petit peu sur les principes fondamentaux qui tiennent justement à cette responsabilité, de détailler un petit peu son champ d'application et évidemment d'aller observer les obligations qui pèsent sur la maîtrise d'ouvrage, les anciennes, mais également, bien évidemment, les nouvelles obligations, donc suite aux nouvelles réglementations qui ont été adoptées ces dernières années, pour pouvoir justement vous aider à non seulement les connaître, ce qui est la base de tout, mais de savoir comment les intégrer et notamment les intégrer dans les contrats qui vous lient avec les autres acteurs du projet. Je vous rappelle juste quelques petites règles pour que la masterclass se déroule bien. On vous demande de couper vos micros et vos caméras. Vous pouvez vous renommer aussi dans vos onglets, comme ça on vous identifie, on sait un petit peu à qui on a affaire, notamment quand vous posez une question dans le chat. Et puis on vous invite à l'ouvrir le chat parce que ma collègue Alexandra vous met des liens au fur et à mesure de la présentation sur des ressources qui peuvent vous intéresser. Et justement, on parlait un petit peu de l'introduction. On va vous poser une dernière question avant que Marianne commence sa présentation. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, en un mot, les obligations qui sont liées au statut de producteur de déchets? Alors, responsabilité, traçabilité, c'est des choses qu'on ça tombe bien. Complexe. Complexe, effectivement, c'est pour ça qu'on vous propose d'en discuter aujourd'hui sur un format de 75 minutes. Responsabilité, ça revient effectivement. Le tri, ouais, le tri en fait partie. Tri, recyclage. Traçabilité. Économie circulaire, effectivement. Prescripteur. Jusqu'au bout de la chaîne. Je vais vous le répéter beaucoup, je pense, pendant cette masterclass, jusqu'au bout de la chaîne. 7 flux, filière REP, OK. Bon, alors, d'ores et déjà, je préfère vous dire que, évidemment, le format de 50 minutes ne nous permettra pas d'évoquer l'ensemble de ces obligations, mais on aura l'occasion d'évoquer ensemble la question du tri, et notamment du tri 7 flux, la question de la traçabilité qui est absolument essentielle et pour lesquelles de nouvelles exigences ont été amenées. Évidemment, sur la question de la responsabilité, elle est liée à la question des obligations, puisque c'est le non-respect de ces obligations qui va pouvoir engager la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. On aura de quoi faire. OK. Merci à vous. Je te passe le relais. Alors, hop, une petite minute. Alors, on va commencer par une introduction rapide
Bon, vous le savez, hein, la thématique du bâtiment durable en général et la question des déchets spécifiquement sont actuellement au cœur des préoccupations politiques. On le voit assez facilement puisqu'on a un grand nombre de traductions juridiques, donc un grand nombre de textes qui ont été adoptés ces dernières années, notamment depuis l'année 2020, qui viennent du coup bouleverser un peu les manières de faire en imposant de nouvelles obligations et donc en renforçant la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. Alors, à votre avis, quelles sont les législations, les réglementations qui ont déjà été adoptées et qui sont déjà en vigueur? Alors, peut-être qu'on peut cacher les résultats pour ne pas influencer le public et on vous laisse 10 petites secondes de réponse. On laisse le suspense pour voir comment ça évolue au niveau du QCM. Vous êtes 15 votants, on se dit qu'à oui, à une vingtaine de votants, on peut... Voilà, là, vous êtes 20 à avoir voté, du coup, je te propose qu'on remette le résultat. Ok, alors c'est intéressant puisque effectivement, il y a des textes donc, qui sont effectivement déjà adoptés et déjà en vigueur, notamment donc, le diagnostic, l'application Track Déchets, l'outil Track Déchets et le tri 7 flux. Mais on a également des textes qui ont déjà été adoptés, mais qui ne sont pas encore en vigueur. Et je parle notamment de la REP bâtiment, qui logiquement entre en vigueur en 2023. On ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé, mais logiquement, c'est ce qui se passera. Et la nouvelle attestation du tri à la source, en réalité, sera effective également en 2023. Donc, pour le moment, ce qui va notamment ici nous intéresser, c'est le diagnostic, l'outil Track Déchets et la nouvelle obligation de tri à la source 7 flux. Merci beaucoup pour vos réponses. Parce que, ouais, j'ai un peu... Merci. Donc, comme on l'a vu, on a des réglementations déjà en vigueur, d'autres qui seront à venir. Mais on le voit, l'ensemble en fait de ces nouvelles législations nous permettent de dire qu'aujourd'hui, la question des déchets en prévention ou en gestion devient un enjeu stratégique pour l'ensemble des acteurs. Et au-delà de ce texte et de ces textes et de ce nouveau contexte juridique, on avait même avant ces nouveautés des textes déjà éparses qui contenaient des obligations qui n'étaient pas toujours claires quant à la manière d'y répondre. Et donc, on va devoir non seulement se mettre à niveau, je dirais, sur l'esprit finalement de la loi qui régit la prévention et la gestion de déchets, mais aussi justement se mettre à niveau sur ces nouvelles réglementations pour pouvoir justement prévoir, s'organiser en amont et prévoir des réponses opérationnelles. Alors, une autre question, à votre avis, en droit européen et national, qui sont les responsables des déchets? Je cache les résultats. Une petite aide tout de même, puisque plusieurs réponses sont possibles. Bon, j'aurais affiché les résultats alors. Marianne nous a donné un gros indice. Oui, mais même la question donne déjà un gros indice. Bon, on va pas... mettre clair. Voilà. On va tout de suite le dire, c'est extrêmement important. En droit européen et national, les responsables des déchets sont les producteurs et les détenteurs de ces déchets. Je vous ai mis les définitions donc, des notions de producteurs, de détenteurs et de déchets. Donc, ce sont les définitions qui existent dans la directive déchets. Le producteur sera donc toute personne dont l'activité produit des déchets ou toute personne qui effectue des opérations de pré-traitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets. Et le détenteur sera donc le producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession. En sachant que les déchets donc, renvoient à toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Pourquoi c'est important de reprendre cette définition du déchet? Pour vous dire, mais je pense que vous le savez déjà, que le réemploi ne renvoie pas à la problématique déchets. C'est une problématique spécifique. Les matériaux et produits de réemploi ne sont pas considérés comme des déchets. C'est bien pour ça que c'est important de pouvoir circonscrire un peu notre sujet.
Cette directive elle a été transposée en droit français dans le Code de l'environnement et ce code ne vient pas précisément reprendre justement les termes de maîtrise d'ouvrage, par exemple, ou d'entreprise de travaux. Sont exclusivement évoqués les rôles de producteur et de détenteur. Et donc, sans surprise, la maîtrise d'ouvrage est considérée comme le producteur de déchets et l'entreprise de travaux comme le détenteur, par déduction des textes. C'est l'article L541-2 qui nous évoque ces répartitions des rôles. Et donc, on va parler de maîtrise d'ouvrage en droit de la construction et de producteur de déchets en droit de l'environnement. Rapidement, sur les champs de la responsabilité, ce sera important pour notre sujet. Il existe deux types de responsabilités. On a une responsabilité de type légal et réglementaire, c'est-à-dire qu'elle est tirée des textes, et notamment du Code de l'environnement. Le non-respect de ces textes va pouvoir engager la responsabilité, notamment de la maîtrise d'ouvrage, devant l'administration et le juge administratif. Mais vous le savez également, en pratique, il est très fréquent d'établir un contrat qui organise les mécanismes de transfert de responsabilité, typiquement du maître d'ouvrage à l'entreprise de travaux. Cela signifie qu'il est possible pour la maîtrise d'ouvrage de transférer ses obligations à un prestataire qualifié via des aménagements contractuels. Ici, on parlera donc de responsabilité de type contractuel. Typiquement, le contrat crée des obligations et les co-contractants seront responsables en fonction de ce qu'ils auront décidé ensemble dans le document contractuel. En revanche, le non-respect de ces clauses contractuelles pourra engager la responsabilité, notamment de l'entreprise de travaux, devant le juge du contrat, c'est-à-dire le juge civil. Pourquoi c'est important ? Excusez-moi. Pourquoi c'est important ? Parce que cela signifie que, puisqu'il existe deux types de responsabilités, lorsque l'on dit que la maîtrise d'ouvrage est responsable, et on va le voir donc pendant toute la durée de vie du déchet, je dirais, cela signifiera que même si elle organise et même si elle délègue une partie de ses obligations à une entreprise de travaux, elle restera et demeurera responsable, notamment devant l'administration et le juge administratif. Donc, sa responsabilité pourra toujours être recherchée par les autorités administratives. Du coup, une autre petite question donc, sur les champs d'application de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. On vous laisse quelques petites minutes pour y répondre, en sachant que là, l'idée, c'est d'associer un numéro à une lettre. On vous laisse quelques secondes. Alors, c'est plus dur, là. Hein. On commence à rentrer dans le vif du sujet. On a un votant. Vous êtes 5 votants déjà. C'est bien. Mais il y a une petite... c'est pas un saut. C'est pas grave. Bon, allez, on va regarder quand même. Hop. OK, donc là, on a des réponses un peu différentes. Bon, la plupart tout de même ont assez bien répondu, mais justement, c'est intéressant. C'est l'occasion de revenir justement sur ce champ d'application. Alors, on l'a vu, le champ d'application, il renvoie à deux types de responsabilités. Cette responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, elle est considérée comme, je dirais, la plus importante, la responsabilité principale. On a vu que le détenteur de déchets était responsable, tout comme la maîtrise d'ouvrage. Cependant, on remarque, et dans les textes, et dans l'esprit de la loi, je dirais, une tendance à considérer de plus en plus la maîtrise d'ouvrage comme le responsable principal dans la gestion des déchets de chantier. Cette responsabilité, elle peut être définie de plusieurs manières. Elle est conjointe et solidaire,
c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage et le détenteur des déchets pourront les deux voir leur responsabilité engagée pour le même fait générateur. Cette responsabilité, elle court de la production du déchet, donc du fait générateur de production, jusqu'à la valorisation ou l'élimination finale. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle ne s'éteint pas lorsque l'on remet ces déchets à un transporteur, à un collecteur de déchets, et que de manière générale, elle ne s'éteint pas à la remise des déchets à un tiers, donc même à une installation. C'est extrêmement important à retenir. La responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, elle court du fait générateur, donc de la production de déchets, jusqu'à sa fin de vie. C'est-à-dire finalement qu'elle ne s'éteint jamais. Une exception cependant, c'est lors de la remise des déchets à un éco-organisme. Là, la responsabilité du coup est supportée par l'éco-organisme en question. Donc, je répète, c'est extrêmement important. Pourquoi on a choisi ce sujet? On a choisi d'évoquer ce sujet parce que la maîtrise d'ouvrage reste, en tout état de cause, responsable tout au long de la vie du déchet. On pourra toujours aller chercher sa responsabilité et même si on va le voir, elle va pouvoir organiser des mécanismes de délégation, notamment auprès des entreprises de travaux, on pourra toujours aller rechercher sa responsabilité. C'est le commanditaire des travaux, donc il est tout à fait logique, quand on comprend l'esprit de la loi, que ce soit cet acteur finalement qui supporte la majorité des risques. Pour la maîtrise d'ouvrage donc, la question de la responsabilité, elle a deux facettes. On aura donc une première étape pour elle qui consistera à connaître donc, ses obligations pour pouvoir organiser une gestion d'échec conforme à la dite réglementation. Donc, se former sur la question de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage va vous aider à respecter évidemment vos obligations en tant que maître d'ouvrage et se protéger contre les risques juridiques. Mais évidemment, dans ce contexte où notamment les maîtrises d'ouvrage sont très volontaristes, ont aussi envie d'aller plus loin que ce que les textes leur imposent, la question de la connaissance de ces obligations et donc de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, elle va permettre aux maîtres d'ouvrage de reprendre la main sur leur chantier et pouvoir aller plus loin sans prendre de risques. Puisque finalement, en fait, la question de la responsabilité, elle intervient pour respecter finalement un cadre légal et réglementaire, mais aussi pour éviter de prendre des risques juridiques lorsqu'on décide d'aller au-delà de cette législation. Donc là, on le verra, il existe aujourd'hui des outils, des techniques et des structures telles que Ecopolis qui vont permettre justement d'accompagner les maîtrises d'ouvrage, notamment dans la rédaction de leur contrat, puisque c'est le lieu de la délégation de la responsabilité, et de justement pouvoir moduler ces clauses pour répondre à un certain niveau d'exigence tel qu'il est souhaité par la maîtrise d'ouvrage. Très concrètement, le contrat, c'est le lieu de l'organisation de ce qu'on appelle une stratégie déchets. Comme on l'a vu aujourd'hui, les déchets, ça devient une part stratégique du contrat. Et alors qu'avant, on avait un peu tendance à considérer justement les déchets lorsqu'ils étaient générés, c'est-à-dire à la fin d'un chantier ou en tout cas au cours du chantier, là, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer le plus en amont possible et de pouvoir justement organiser cette responsabilité le plus en amont possible. Il faudra donc d'abord mettre en place une méthode et l'intégrer au contrat, c'est-à-dire comprendre ses obligations, les intégrer avec clarté et pédagogie pour pouvoir accompagner les acteurs. Là aussi, c'est extrêmement important de le comprendre puisque aujourd'hui, on a un certain nombre d'obligations qui, dans la grande majorité du temps, sont supportées par une entreprise de travaux qui n'est pas forcément formée à l'exercice non plus, qui elles aussi doivent être formées à l'exercice. Et donc, votre rôle en tant que maître d'ouvrage, c'est aussi d'accompagner ces acteurs. Et le contrat est le lieu aussi d'accompagnement de ces acteurs. Il faudra également détailler précisément le contenu de ces obligations, la phase du chantier à laquelle renvoie cette obligation, les documents qui sont liés à cette obligation, les modalités de communication de ces documents à la maîtrise d'ouvrage et évidemment les méthodologies souhaitées, le cas échéant.
Organiser une stratégie de contrat, c'est aussi évidemment répartir et optimiser les rôles de chaque acteur, puisqu'on l'a vu, hein, un chantier, évidemment, prend en compte une véritable chaîne d'acteurs. Donc, l'idée sera de répartir clairement les rôles au sein du contrat, les rôles quant aux obligations, notamment donc, réglementaires, et je ne saurais que trop vous inciter à prévoir au sein des contrats des fonctions dédiées aux déchets, c'est-à-dire la désignation d'un coordinateur déchets, qui sera souvent un maître d'œuvre, donc dans un marché dédié, et d'un référent déchets, donc il y a une sorte de double niveau, donc un référent déchets qui, lui, en fait, fait partie de l'entreprise de travaux et pourra du coup travailler en accord avec ce coordinateur déchets. Je vous le dis, je vous le redis, notamment hein, sur les problématiques de traçabilité. Justement, ce management déchets va pouvoir être extrêmement utile pour pouvoir récupérer l'ensemble des documents qui vont pouvoir permettre de nourrir le registre chronologique et ensuite éventuellement téléverser si c'est obligatoire. Donc, l'idée, en fait, ça va être de constituer une boîte à clauses déchets pour la maîtrise d'ouvrage avec différents niveaux d'exigence selon justement le niveau d'exigence souhaité par projet qu'elle va pouvoir du coup utiliser pour pouvoir moduler ces contrats. Pour rédiger les clauses, alors ça vous paraît peut-être bête et méchant, mais c'est important de pouvoir justement détailler aussi une méthode de rédaction, puisque un contrat, c'est ni plus ni moins qu'une rencontre de volonté en réalité. Et donc, plus on va pouvoir exprimer ce qu'on a, enfin ce qu'on compte faire, ce qu'on a envie d'organiser dans le projet en question, plus justement la compréhension pour donc, notamment hein, les entreprises de travaux sera bonne, et donc plus on espère obtenir des résultats et optimiser en tout cas les choses lors du chantier. Évidemment, on part de l'obligation légale réglementaire ou de la volonté de la maîtrise d'ouvrage. C'est important de pouvoir partir de cette obligation puisque déjà, ça vous permet aussi de l'identifier et donc de vous faire aussi une liste d'obligations auxquelles vous êtes soumise. Vous allez ensuite en déduire les implications pratiques pour pouvoir les organiser en amont. Alors, les implications pratiques, pareil, je vous conseille de les noter clairement au sein des clauses puisque, encore une fois, c'est le contrat hein, qui va servir de base de compréhension. Pour s'assurer de cette bonne compréhension, c'est bien donc de rappeler la réglementation conformément à tel article, tel décret, etc. et évidemment de le rédiger de façon simple et claire. On va ensuite donc détailler le contenu de l'obligation avec toutes les implications en termes de mission et les méthodologies de référence. Quand j'évoque les méthodologies de référence, j'évoque notamment les cas où les maîtrises d'ouvrage voudraient imposer un certain taux de valorisation ou un certain taux de recyclage ou un certain taux de réemploi, même si le réemploi, on l'a vu, c'est une question un peu spécifique. Il va être extrêmement important de spécifier au sein du contrat quelle sera la méthodologie de calcul de ce taux de valorisation ou de ce taux de recyclage. Et enfin, il faudra préciser les documents liés à cette obligation, notamment donc voilà, les documents de suivi. Hein, on verra que ce seront souvent des CERFA ou encore des documents types de registre chronologique. Et là, au-delà de la précision des documents donc liés à cette obligation, il va falloir rappeler les obligations de transmission, les modalités de transmission et les délais de communication. C'est-à-dire que concrètement, si on demande à une entreprise de travaux de se charger de remplir un registre chronologique pour le compte de la maîtrise d'ouvrage, on va devoir également préciser avec quelle régularité ils sont transmis à la maîtrise d'ouvrage, évidemment, à quelle personne, même peut-être éventuellement, il sera transmis ou à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre d'ailleurs, mais il faut organiser aussi les modalités évidemment de communication de ces documents. Et ensuite, selon les niveaux d'exigence, on pourra moduler les clauses. Donc, entrons un peu dans le vif du sujet, n'est-ce pas, sur les obligations qui sont celles des maîtrises d'ouvrage. Avant le chantier, il faudra préciser ses besoins.
Je ne vais pas l'évoquer ici, même si c'est une obligation pour les marchés publics, c'est une question un petit peu spécifique, mais gardez à l'esprit que plus vous précisez vos besoins, plus les destinataires en fait, de ces contrats, qu'ils soient publics ou privés, pourront comprendre la volonté de la maîtrise d'ouvrage. Il faudra également caractériser les déchets ou effectuer un diagnostic, comme évoqué ensemble, et obtenir les documents relatifs aux prestataires déchets, c'est-à-dire les prestataires transport et les installations qui reçoivent les déchets. Pendant le chantier, c'est évidemment l'obligation de tri qui va nous intéresser ici, et notamment la nouvelle obligation de tri 7 flux. La question de la traçabilité, essentielle, et sera évoquée un peu également la question du respect de la hiérarchie des modes de traitement. Et ça, c'est plutôt une question qu'on va lier à l'obligation de tri. Et après le chantier, évidemment, à partir de 2023, l'obtention de l'attestation de tri à la source et de valorisation. Alors, c'est important de connaître ces obligations. Ce qui est important également pour vous, notamment un maître d'ouvrage, c'est de comprendre qu'en fait, c'est des obligations qui ne se ressemblent pas vraiment. Puisqu'on va pouvoir avoir, par exemple, des obligations que je pourrais décrire comme fermes, c'est-à-dire, par exemple, l'obtention des documents relatifs aux prestataires déchets. On va simplement devoir obtenir des documents de tels et tels acteurs identifiés. Donc, finalement, prévoir ça dans une clause, ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on va voir tout de suite. En revanche, lorsqu'on va évoquer la question du taux de valorisation ou la question du respect de la hiérarchie des modes de traitement, là, c'est un petit peu différent puisqu'on voit bien, ce sont en fait des obligations qui sont formulées d'un point de vue d'un autre. Enfin, c'est finalement un objectif, c'est la formalisation d'un objectif. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, pour créer des clauses concrètes, puisqu'on est face à un objectif. Et là, on va effectivement devoir traduire, en fait, ces obligations, et notamment, ce que j'évoquais pour le fait d'imposer un taux de valorisation, d'y accoler une méthodologie spécifique. Donc, très important, effectivement, selon vos situations, il faut absolument pouvoir lister vos obligations et les phases du chantier auxquelles elles correspondent. Donc, typiquement, avant le chantier, pour tous les maîtres d'ouvrage, vous allez devoir vérifier les habilitations de vos prestataires transport et des installations qui reçoivent vos déchets. Ici, même si la maîtrise d'ouvrage, comme c'est le cas très souvent, délègue cette mission à une entreprise de travaux, elle doit toujours et par tout moyen s'assurer que les obligations ont bien été respectées par l'entreprise de travaux. Donc, je vous ai donné un exemple donc de rédaction d'une clause donc dans un marché qui soit d'ailleurs public ou privé pour déléguer du coup cette mission à une entreprise de travaux et pouvoir s'assurer en tant que maître d'ouvrage responsable de répondre à ces obligations, puisque, je le répète, ce n'est pas parce qu'on délègue une obligation que l'on n'est plus responsable de s'assurer qu'elles ont bien été respectées. Donc ici, c'est une clause finalement assez simple à intégrer. On a des acteurs identifiés, des documents identifiés que l'on doit récupérer. Avant le chantier également, a été évoqué le diagnostic PEMD, donc, qui a été donc, décidé en application de la loi AGEC. Et qui, bon, il y a eu un délai aussi il y a eu un petit délai de mise en œuvre, mais voilà, à partir du 1er janvier 2023, chaque maître d'ouvrage devra réaliser ce type de diagnostic. Pour une opération significative, je vous ai donné un peu les conditions. Je ne vais pas revenir dessus, puisque, encore une fois, c'est des informations qui se trouvent assez facilement. Mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer qu'on a une obligation ici, qui est une obligation de diagnostic, qui n'est pas obligatoire pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage, mais qui va pouvoir servir tout de même de bonne base pour des projets qui n'entrent pas dans le cadre du diagnostic, qui va pouvoir servir de base pour justement
pouvoir aller plus loin que la réglementation qui peut ne pas l'imposer, ce diagnostic, et permettre à des maîtres d'ouvrage d'effectuer un diagnostic et donc d'optimiser la prévention et la gestion de leurs déchets sur le dit projet. Donc, ici, j'ai repris quand même les critères du diagnostic PEMD lorsqu'il est imposé par la loi. C'est important. J'avance un petit peu. Ça, c'est des informations aussi que vous pouvez retrouver sur ecopolis.fr. On a un gros dossier thématique sur la gestion des déchets. Il y a un paragraphe qui est dédié au diagnostic PEMD. Donc c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je passe un peu vite, mais ce qui était important, c'était de se dire que on peut largement utiliser un outil, une procédure qui a été mise en œuvre pour un certain type de chantier sur d'autres chantiers, pour justement améliorer et optimiser en fait le respect d'autres obligations qui sont imposées par les textes. Alors là-dessus, deux choses. Les chantiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de diagnostic, elles sont concernées par une nouvelle réglementation, la formalisation des lignes déchets dans les devis rédigés par les entreprises et les professionnels du bâtiment. C'est-à-dire que dorénavant, un certain nombre d'informations relatives aux déchets devra tout de même figurer dans les devis des entreprises de travaux. Concernant donc les coûts associés aux modalités d'enlèvement, mais également les installations vers lesquelles partent les déchets et une estimation des volumes et des tonnages de déchets. C'est ce qu'on appelle finalement, c'est pas du tout un diagnostic, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et la même précision, mais on comprend bien qu'ici, la loi, en tout cas le décret, a voulu quand même initier ou en tout cas faire figurer des éléments relatifs aux déchets, même dans le cadre de projets qui ne sont pas soumis à ce diagnostic. Donc, au minimum, maintenant, les entreprises de travaux vont devoir faire figurer ces informations au sein de leur devis, mais il sera toujours possible pour une maîtrise d'ouvrage de prévoir un diagnostic donc dans un marché spécifique pour justement pouvoir suivre, optimiser les solutions de prévention et de gestion de déchets, pouvoir maîtriser évidemment les coûts et faciliter aussi la définition d'objectifs de taux de réemploi et surtout de recyclage et de valorisation. Je ne saurais que trop vous conseiller justement de suivre le modèle du diagnostic réglementaire, même si encore une fois, en tant que maître d'ouvrage, si on ne tombe pas dans l'obligation de diagnostic, on fait un petit peu ce qu'on veut, je dirais. Mais je vous conseille plutôt de partir sur le modèle du diagnostic réglementaire, puisqu'elle correspond à une méthodologie, qu'on a des documents CERFA qui sont déjà disponibles, qu'on n'aura pas à créer. Et il faudra bien évidemment que la maîtrise d'ouvrage pense à bien transmettre ce diagnostic, même si non obligatoire, ensuite aux acteurs concernés. Concernant le tri à la source pendant le chantier, je voulais vous l'évoquer parce qu'effectivement, quand on voit tri à la source pour 7 flux déterminés, ça peut faire peur, et notamment sur les chantiers urbains, je dirais, où concrètement, on manque un petit peu de place. Ce tri à la source, il est obligatoire, c'est-à-dire que depuis 2021, il est imposé. On avait déjà donc un tri pour 5 flux déterminés qu'on a eu quand même un petit peu de mal à mettre en place, il faut le dire, mais l'idée, c'était de pouvoir poursuivre un peu les efforts. Évidemment, c'est une obligation qui est soumise à exception, c'est-à-dire que il faut encore une fois qu'on puisse avoir de la place sur chantier pour effectuer ce tri à la source. Et donc, il y a une petite question derrière, donc je ne vais pas spoiler tout ça. Ça va être important lorsque il ne sera pas possible d'effectuer ce tri à la source pour ces 7 flux déterminés, de récupérer tous les moyens de preuve que ces conditions sont remplies, qu'il n'est pas possible de réaliser ce tri à la source, d'autant que depuis, il me semble, septembre 2021, un décret a été adopté pour obliger les maîtres d'ouvrage à transmettre une attestation sur l'honneur aux destinataires des déchets, aux installations qui reçoivent les déchets,
pour leur démontrer pourquoi ce type de tri a été effectué. Pourquoi ce n'est pas un tri 7 flux, mais un tri 5 flux, 4 flux, minimum 3 flux tout de même. Et évidemment, si on tombe dans les exceptions de ce tri à la source pour les 7 flux déterminés, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trier du tout à la source. Cela voudra juste dire qu'il va falloir pousser justement les entreprises de travaux à proposer les meilleures solutions possibles selon le contexte du chantier pour arriver au meilleur tri possible, au tri le plus fin possible. Bon, là encore, hein, vous le savez, le tri, sa raison d'être, c'est assez simple. Il y a un phénomène de contamination, hein, notamment des bennes. C'est-à-dire que plus les matériaux sont mélangés, plus il est compliqué de les recycler ou de les valoriser. Donc, le tri à la source permettrait justement un meilleur taux de recyclage et de valorisation. Encore une fois, quand on parle du tri à la source, on va avoir une obligation, je dirais, un peu abstraite, mais qu'il va falloir dans le contrat détailler en pratique, c'est-à-dire qu'on va devoir, les entreprises notamment de travaux, hein, ou le maître d'œuvre, le cas échéant, selon la répartition des rôles, devront notamment et idéalement via un SEGED, expliquer quels seront les espaces dédiés pour accueillir ces déchets, quels seront les contenants dédiés également, prévoir une signalétique et idéalement, encore une fois, prévoir un référent déchets au sein de l'entreprise de travaux qui s'assurera du respect des consignes de tri. Okay. Sur justement cette question de tri à la source, encore une fois, on a vu qu'il s'agissait d'une obligation générale. Cependant, quand une obligation pèse sur la maîtrise d'ouvrage, elle doit aussi pouvoir justifier qu'elle a bien respecté la réglementation en question. Ici, on a une nouvelle attestation qui va entrer en vigueur en 2023, l'attestation de tri à la source et de collecte séparée, qui devra donc justifier du respect de cette obligation de tri par la maîtrise d'ouvrage. Là encore, hein, y a pas mal de documentation hein, sur le sujet. Elle entre en vigueur en 2023, donc voilà, on sera en phase de test, hein, je dirais. Mais je vous conseille d'ores et déjà d'anticiper un peu sur l'obtention de cette nouvelle attestation, qui est donnée donc, par les installations où ont été évacués les déchets pour vous assurer que du coup, l'obligation de tri à la source sera justifiée par vos équipes, par vos services. Du coup, petite question sur le tri à la source 7 flux. On vous laisse quelques minutes pour y répondre. Rappelez-vous, je vous ai dit que du coup, c'était une obligation générale, mais qu'elle était soumise à exception. Alors, selon vous, d'après ce que vous avez compris, est-ce que le tri à la source 7 flux est obligatoire, quelles que soient les caractéristiques du chantier? Est-ce qu'il n'est pas obligatoire s'il n'est pas possible d'affecter une zone au moins égale à 100 mètres carrés sur le chantier en question? Est-ce qu'il n'est pas obligatoire s'il n'est pas possible d'affecter une zone au moins égale à 40 mètres carrés sur ce chantier? Ou est-ce qu'il n'est tout simplement jamais obligatoire? On a masqué les réponses pour ne pas vous influencer. C'est des quiz qui sont anonymes, donc n'hésitez pas à vous lancer. Tu me dis, Marianne, quand tu veux que j'affiche les résultats. Bon, je pense que... Bon, allez, on a un panel de 25 votants. Pardon. Ah, c'est intéressant. Bon, alors, la moitié d'entre vous ont bien répondu, hein, puisque effectivement, il y a 2 exceptions, finalement, à cette obligation de tri à la source en 7 flux. Ce trait à la source, il ne sera pas obligatoire s'il est démontré qu'il n'est pas possible d'affecter une zone au moins égale à 40 mètres carrés sur le chantier dédié à ce fameux tri.
comme je vous le disais, sur les chantiers, notamment les chantiers urbains, on peut être face à un manque de place qui ne nous permet pas forcément d'octroyer une surface permettant d'accueillir des contenants pour 7 flux distincts. Oui, tu avais précisé que la justification était à fournir. Voilà, effectivement, ce qui va être important, c'est de fournir justement cette justification via une attestation sur l'honneur que vous devrez du coup, donc vous ou l'entreprise de travaux, ce qu'il faudra prévoir par contrat également, qu'il faudra transmettre du coup à l'installation qui reçoit vos déchets. Il y a une autre exception, c'est que il sera possible de ne pas respecter ce trait à la source 7 flux si le mélange des déchets en question ne compromet pas la possibilité ensuite que ces déchets soient recyclés ou valorisés. Alors, là encore, ces nouvelles obligations, c'est toujours un petit peu compliqué, mais là, l'idée, ce sera surtout de s'assurer qu'un tri ultérieur pourra être effectué et qu'il n'affectera pas les propriétés des déchets, leur permettant ensuite d'être recyclés de manière optimale. Je pense qu'on en saura plus dans quelques mois, puisque vu l'ambition du tri 7 flux, je pense qu'évidemment, il y aura quand même des petites difficultés et qu'au cas par cas, on pourra y voir un peu plus clair. Merci en tout cas pour vos réponses. Et enfin, le gros sujet qui concerne directement la maîtrise d'ouvrage, mais également l'entreprise de travaux, c'est la traçabilité. La traçabilité, vous le savez, c'est la fer de lance d'une gestion de déchets conforme à la réglementation. On a ici des obligations différentes selon la typologie des déchets. On va avoir, je dirais, des obligations plutôt légères lorsque ça concerne les déchets inertes et les déchets non dangereux. C'est-à-dire qu'ici, la maîtrise d'ouvrage devra tenir un registre chronologique, donc de la production, expédition, réception et traitement des déchets et produits. Donc ici, un registre chronologique de la production, puisque la maîtrise d'ouvrage agit en tant que producteur. Je vous ai noté que la liste des informations obligatoires était inscrite à l'arrêté du 31 mai 2021. Allez voir cet arrêté, puisque donc il y a l'ensemble de ces informations et que de mémoire, il y a 2 informations qui n'étaient pas obligatoires avant qui le sont devenues. Ensuite, il vous suffit de créer un fichier type. Un fichier type, il y en a également disponible, évidemment, sur, il me semble même sur l'ADEME, il doit y avoir un document type de registre chronologique. Et ce registre chronologique, pour les déchets inertes et non dangereux, ne doit pas être transmis par voie électronique. En tout cas, pas pour le moment. En pratique, il est tenu par l'entreprise de travaux, puisque c'est elle qui voit l'ensemble des mouvements sur chantier. On doit bien évidemment prévoir cette délégation dans le contrat, prévoir évidemment les modalités, les modalités de cette tenue par l'entreprise de travaux. La maîtrise d'ouvrage doit contrôler sa bonne tenue. Elle ne pourra pas se cacher derrière le fait qu'elle a délégué la tenue du registre. Si elle n'en a pas contrôlé sa bonne tenue, elle sera évidemment toujours responsable. Et ce registre doit être conservé 3 ans par l'entreprise de travaux et la maîtrise d'ouvrage. Donc là, je dirais que c'est plutôt des obligations allégées. Concernant les déchets dangereux et l'amiante, ici, on a une double obligation. Le registre chronologique, c'est une obligation pour l'ensemble des déchets. Donc, de toute manière, vous devez tenir un registre chronologique pour l'ensemble des déchets, ce qui est également le cas pour les déchets dangereux. Ce qui est nouveau concernant les déchets dangereux et l'amiante, c'est la création de l'outil Track Déchets, donc, qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et qui vient dématérialiser les bordereaux de suivi de déchets dangereux et donc toute la chaîne de traçabilité. C'est donc obligatoire depuis le 1er janvier 2022, même si ici également, je crois qu'il y a quand même un petit temps de latence. Et ici, c'est un outil qui est interconnecté, c'est-à-dire que tous les acteurs de la chaîne déchets vont pouvoir s'interconnecter sur le même outil
et on va pouvoir générer un bordereau de suivi de déchets dangereux qui ensuite suivra l'ensemble de la chaîne des acteurs. Donc, logiquement, la transmission des bordereaux électroniques était obligatoire au registre national des déchets qui vient d'être créé. Sachez qu'évidemment, pour éviter la double saisie, la transmission des bordereaux électroniques pour les déchets dangereux via le track déchets vaut transmission au registre national des déchets. Il faut comprendre une chose concernant la traçabilité. C'est qu'on a, d'une part, l'obligation pour tous les déchets de tenir un registre chronologique. Et d'autre part, on va avoir une obligation ou non de transmettre ces informations à un registre en ligne, un registre électronique. Donc ici, on va donc avoir pour les déchets dangereux, normalement, une obligation de tenue de registre chronologique et ensuite la téléversation de ces éléments au registre national des déchets. Si on passe directement par track déchets, évidemment, ça vaut transmission du registre chronologique au registre national des déchets. Je vous incite à aller sur le site de Track Déchets. Il propose des formes. Donc, il y a évidemment une foire à questions. Il propose des formations, des newsletters. Voilà, très sincèrement, c'est vraiment complet. N'hésitez pas à vous y rendre et n'hésitez pas aussi justement à vous former sur ces questions puisque la traçabilité, ça ne s'invente pas. Mieux vaut être formé quand ça devient un petit peu technique. Une petite question sur la traçabilité. À votre avis, quel est l'acteur qui est chargé de remplir le registre chronologique? Je cache les réponses pour que vous jouiez tous le jeu. Vous êtes 11 votants. On va voir si tout le monde a bien suivi. C'était clair aussi. Il y a des questions. J'affiche? Allez. OK. Alors, c'est intéressant. Donc, la plupart ont répondu qu'évidemment, le contrat pouvait prévoir les modalités de tenue du registre chronologique. Alors, ici, encore une fois, toujours, quand ça concerne une obligation concernant la gestion des déchets, la maîtrise d'ouvrage est toujours concernée. Donc, en fait, ça ne pourra pas concerner uniquement l'entreprise de travaux. On sera forcément dans un cadre où soit la maîtrise d'ouvrage s'en occupe seule, soit, dans la plupart du temps, elle décide de le déléguer. C'est possible pour la maîtrise d'ouvrage de déléguer la tenue du registre chronologique, mais effectivement, ça fera que non seulement l'entreprise de travaux, mais également la maîtrise d'ouvrage devront tenir 2 registres chronologiques, soit qu'ils l'aient tenu seul ou qu'ils aient fait déléguer leur tenue, mais quoi qu'il arrive, les 2 devront à la fin avoir un registre chronologique à jour, même si le contrat peut prévoir les modalités de tenue de ce registre, et notamment que la maîtrise d'ouvrage peut confier à l'entreprise de travaux la mission de tenir ce registre. OK, merci beaucoup. Quelques petits conseils sur la traçabilité. Évidemment, anticiper. Je reviens sur ces questions de management, justement, déchets, puisque c'est notamment sur le sujet de la traçabilité que l'intérêt d'avoir un coordinateur déchets et un responsable déchets va se faire sentir, puisque, on le voit bien, si on part finalement des implications pratiques de la traçabilité, c'est-à-dire le fait de renseigner des informations au sein de différents documents, ça veut bien dire qu'on va devoir d'abord récupérer ces informations. Donc, ça veut dire qu'en pratique, on va devoir savoir qui sera en charge de récupérer les documents sur lesquels figurent ces informations. Les bons d'enlèvement, les bons dépôts, les bordereaux de déchets. Pour ça, rien de plus efficace, à mon sens, de déterminer qui sera en charge de récupérer ces documents et de les transmettre ensuite à l'acteur qui doit le recevoir. Donc, évidemment, établir un document type pour chaque flux sortant. Je vous ai indiqué les informations du registre chronologique.
S'assurer bien évidemment en tant que maître d'ouvrage de la bonne tenue du registre, puisque la responsabilité continuera à exister, et se former à l'outil Track Déchets, bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que au-delà de bien sûr de la connaissance en fait du champ d'application de cette responsabilité, la formation elle est absolument essentielle. Là, on n'a évidemment pas le temps de tout aborder, mais sur cette question, je ne saurais que trop vous conseiller de vous former sur ces sujets. Je voulais également faire un petit point, puisque c'est une question qui est souvent évoquée chez les maîtres d'ouvrage, c'est la question des terres excavées. Là encore, on a des nouveautés réglementaires concernant les terres excavées qui constituent la source la plus importante de déchets en Europe. Elles sont souvent pas ou peu contaminées, mais elles sont considérées comme des déchets par la législation. Et donc, le législateur a essayé d'optimiser et de trouver le moyen d'améliorer les taux de valorisation de ces terres excavées. Tout d'abord, je voulais évoquer avec vous le renforcement des obligations de traçabilité de ces textes, puisque aujourd'hui, on a créé un registre national spécifique dédié pour les terres excavées pour justement améliorer leur traçabilité. C'est ce qu'évoque l'article du Code de l'environnement. Et d'ailleurs, c'est important qu'ils aient ou non le statut de déchet. Un certain nombre de renseignements doivent être transmis à l'autorité administrative. Donc, concernant les terres excavées, on a, depuis le 1er janvier 2022, pour la maîtrise d'ouvrage, une obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées. Là aussi, allez voir leur site qui est très bien fait, très pédagogique. Il y a une formation aussi en ligne qui est disponible sur YouTube sur la prise en main de ce registre. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous y rendre. Cette obligation, elle est valable uniquement si ces terres sont valorisées à plus de 30 km de leur site d'excavation ou si le volume des terres générées est supérieur à 500 mètres cubes. Donc, à contrario, cela signifie que non seulement l'obligation de transmission des informations n'est pas valide si on valorise les terres à moins de 30 km de leur site d'excavation ou pour un volume inférieur à 500 mètres cubes. Ça veut dire aussi qu'il est possible, il y avait eu un doute sur la question jusqu'à encore très récemment, qu'il est possible de valoriser des terres donc dans l'espace, sur la même emprise de chantier, si la valorisation est effectuée à moins de 30 km du site d'excavation. Bon, on aura l'occasion de revenir de toute façon sur ces sujets, puisque les terres excavées, c'est un petit peu, je pense que ce sera un petit peu le sujet de 2023. On va passer aux questions. Du coup, ouais. Je vous laisse rapidement. Voilà, on va passer aux questions. On a déjà des questions dans le chat, alors on ne va pas pouvoir toutes les traiter aujourd'hui, mais par contre, n'hésitez pas à les poser tout de même parce qu'on va les garder dans l'historique et puis on pourra revenir vers vous individuellement. Il y avait une toute première question tout à l'heure dans le chat sur la question de la maîtrise d'ouvrage privée qui était posée par Alma Carvalho, qui nous demande si la responsabilité passe aussi devant le juge administratif. Alors oui, effectivement, là, on est face à une obligation légale, je dirais. Donc, ce sera le juge administratif qui sera effectivement en charge de ces questions, puisqu'on va parler de juge civil, de juge du contrat, à partir du moment où il existe un contrat. Est-ce que tu veux choisir, toi, les questions? Non, on peut les... Alors, Manon Porquet... Mais je ferai justement un petit tableau peut-être sur les compétences en fait, de chaque juge. D'accord.
Concernant le diagnostic PEMD, pouvez-vous préciser les définitions respectives de produits, équipements, matériaux et déchets issus des travaux et donner des exemples? Je m'étonne de ne pas en trouver de précises dans les réglementations. Alors là, pour le coup, il faut partir du principe que le diagnostic PMD, il est extrêmement large. Donc en fait, il va considérer à la fois les ressources et les déchets, en fait, je dirais, dans le même temps. Donc je suis assez étonnée que vous n'ayez pas trouvé d'exemple, puisqu'en fait, un diagnostic, c'est un peu, c'est extrêmement exhaustif, quoi. On est vraiment dans une liste, en fait, de tous les éléments constitutifs du bâtiment. Donc, je ne sais pas si je comprends bien votre question ou non. Mais Lise, peut-être que tu... Non, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est plutôt clair. On pourra creuser. En fait, il faut partir du principe que c'est exhaustif. C'est-à-dire que on part pas... En fait, le diagnostic PMD, il n'a pas été conçu en se disant on va faire un focus sur tel ou tel ou tel matériau. Au contraire, l'idée, c'est de considérer le bâtiment comme une enveloppe complète, de tout lister et ensuite de pouvoir faire des choix justement en fonction de ce qui s'y trouve. Mais tout y est détaillé. Je transmettrai le CERFA du diagnostic. Ce sera peut-être plus... On avait une question de Sébastien Cornu. N'y a-t-il pas une limite par rapport au volume produit? Je crois que c'est une question qui a été posée au moment où tu parlais des cas particuliers dans lesquels le tri 7 flux, des justifications de l'attestation sur l'honneur. On parlait des cas alors de tête, je crois que c'est moins de 10 mètres cubes, de 10 mètres cubes en termes de volume généré. Donc un chantier où il y a moins de 10 mètres cubes de déchets, j'en ai jamais vu. Et il précise... il y a beaucoup d'emplois, mais sinon j'en ai jamais vu. C'est peut-être une question. Le fait de remplir le RNDTS permet de se défaire de son obligation de tenue dans l'entreprise. Exactement. Ouais, exactement. On n'a pas eu le temps de terminer, mais effectivement, l'idée quand même du législateur, c'était d'éviter les doubles saisies. Donc, effectivement, idéalement même, il faudrait dans une entreprise ou chez la maîtrise d'ouvrage, peu importe, mais probablement dans une entreprise, avoir un document type qui est en fait directement interconnecté au registre national. Comme ça, en fait, quand on remplit notre registre chronologique, les informations sont directement transmises au registre. Et effectivement, quand on transmet électroniquement, que ce soit au registre des déchets ou au registre des terres, il n'y a plus d'obligation de conservation du registre chronologique. C'est important de le préciser. D'accord. Alors, une autre question. Comment la maîtrise d'ouvrage contrôle-t-elle le registre si ce n'est pas elle qui le remplit? Alors, justement, non, mais intéressant comme question. Ce n'est pas elle qui le remplit, mais elle a délégué cette obligation. À partir du moment où cette obligation pèse sur elle, même si elle délègue cette mission, cette obligation, elle doit, en tant que responsable, elle doit s'assurer que cette obligation a été correctement respectée. Donc, je ne saurais encore une fois que trop vous conseiller que de prévoir même des modalités de contrôle, donc soit dans le contrat, soit directement avec donc soit le maître d'œuvre s'il s'en charge, soit l'entreprise de travaux. Mais même si ce n'est pas elle qui le remplit, elle doit tenir un registre chronologique. Et donc, si elle délègue, elle doit s'assurer que ça n'a bien été fait. Et puis, une dernière question peut-être, parce qu'il est 16h14 et on termine dans 1 minute. Le réemploi des terres in situ doit-il faire l'objet également d'une traçabilité? C'est vrai qu'on est passé vite sur la question de la valorisation des terres. On refera probablement un module spécifique sur cette vaste question. Exactement. Je te laisse répondre. Mais alors non. Alors, lorsque il s'agit donc ce qu'on appelle donc réemploi donc des terres in situ, là on n'est pas obligé de respecter une obligation de traçabilité. En fait, la réponse, je dirais, dans la question, puisque on voit que là, il s'agit de réemploi, c'est-à-dire de réutilisation pour le même usage, extrêmement important. Et là, la traçabilité ne sera pas obligatoirement tenue. Et ben, on va conclure sur cette réponse. Merci Marianne d'avoir animé cette masterclass. Merci à tous d'y avoir participé, d'avoir joué le jeu des questions interactives qui nous permettent un petit peu de mieux comprendre le public de ce type d'événement, vos besoins.
Merci aussi de vous être impliqués dans l'échange de questions-réponses qui a suivi la masterclass. Demain, la masterclass qui était prévue sur la question de l'assurabilité et de la garantie des matériaux de réemploi est reportée. Vous pouvez noter dans vos agendas si vous y étiez inscrits. Elle est reportée au vendredi 2 décembre. Donc, on avait au départ indiqué qu'elle était annulée, mais on va finalement pouvoir la maintenir. Juste, ça ne sera pas cette semaine, ça sera le 2 décembre. Par contre, celle de vendredi, donc la dernière du cycle, la masterclass 5, sur la question de la prise en main de la boîte à outils du projet FCRBE, présenté par Bella Stock, aura bien lieu vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous si vous êtes disponible après-demain. Vous l'avez bien compris, en 50 minutes, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de tout ce que Marianne voulait vous partager. Je vous invite à vous tenir un petit peu au courant des formations qui vont sortir en 2023 chez Ecopolis en particulier, parce qu'on va travailler avec Marianne justement sur une formation sur le sujet d'aujourd'hui. Et puis, on espère vous y retrouver pour avoir le temps d'aller plus loin sur ces questions-là. Je remercie aussi Alexandra qui a géré toute la logistique du webinaire d'aujourd'hui. Et je l'invite à clore la réunion. Au revoir. Merci à tous. Merci Elise. Merci à toi.